Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler. J'ai beaucoup de choses que je voulais vous parler. Mais je vais commencer pour vous donner, par vous donner, devrais-je dire, un petit aperçu de ce qui se passe depuis le début. Comme vous savez probablement, ça fait plus d'un mois, je dirais même un bon 2 mois que Nicole et moi cherchons pour avoir un petit chiot. On a mis une annonce pour avoir 10 mois et moins. Mais on commence à penser que je sais que j'ai un ami, Guy, que je salue, entre autres, qui m'a dit, lui, il a été éleveur de chiens, alors il sait un peu de ce qui cause, que ce serait peut-être mieux de ne pas avoir un chien trop vieux. Ce qu'après ma barre, je suis d'accord. Mais, vous savez, si on va dans un refuge et on a la chance de sauver une petite bête, de son quotidien, de ce qu'elle a vécu, je crois que c'est peut-être de donner une chance à la vie et à l'amour. En fin de compte, je ne sais pas jusqu'à quel point. Puis vous savez, l'avantage, c'est qu'évidemment, il est dressé dans la plupart des cas. Oui, il peut avoir des mauvais plis d'un autre éleveur ou d'un autre maître. Je vous dis, honnêtement, là, on ne sait plus tellement bien où on s'en va avec ça, parce que définitivement, depuis le temps où on cherche pour avoir un petit chien, on s'aperçoit que 10 mois et moins, c'est très compliqué, surtout si on ne veut pas payer 1000 $ et plus, là, ça n'a pas de bon sens. Nous, on s'est mis un budget à peu près à 500 $. Je crois que c'est quand même assez raisonnable, parce qu'il y a beaucoup de frais additionnels qui viennent s'ajouter par-dessus tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, je crois que ça devient compliqué, puis je crois qu'on va être obligé de faire certains compromis si on veut trouver une petite bête bientôt. Vous savez, je me disais, c'est un petit peu égoïste de notre part de ne pas partager notre vie avec une petite bête qui est toujours pleine d'amour. Hein? Un chien, c'est toujours plein d'amour pour ses maîtres. C'est ça qui est tellement bien. Et puis c'est ce que la bête recherche, puis c'est ce que nous recherchons aussi. Parce que de l'amour sans condition comme tel, on ne trouve pas ça ailleurs. Là, hein? Puis je me dis aussi, comme j'allais vous dire, c'est un petit peu égoïste aussi de notre part de ne pas partager ce que nous avons rendu à notre âge. Hein? Un grand terrain là, où un chien peut s'éclater. Les voyages que nous allons faire, partager avec cette petite bête-là. Alors, je me vois mal ne pas le partager. Puis en même temps, comme on a déjà parlé, en tant que parent, maintenant, ayant repris notre liberté ou notre vie de couple depuis plusieurs années, que les enfants sont partis de la maison, on a comme un manque à combler. On a une carence. Hein? On a une carence d'amour. C'est-tu drôle à dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose qui nous manque. Puis je pense qu'on va aller le rattraper avec une petite bête. Écoutez, ça reste à voir. On cherche de façon intensive. J'espère qu'on va trouver parce que on s'est mis quand même une certaine limite. C'est-à-dire que l'an prochain, en 2020, si on n'a pas trouvé pour le mois de juin, on est obligé de mettre ça de côté, ce projet-là, pour peut-être une autre année. Étant donné qu'on va partir l'an prochain, si tout va bien, le 7 novembre 2020, on va quitter le Québec pour au moins 5 mois. Alors, ça reste à voir, hein, ça reste à voir, mais évidemment, je prends les pour et les contre, mais je ne sais pas si je suis prêt à me passer d'un chien juste pour le fait de l'âge. Je ne sais pas si... Écoutez, j'ai un client et une cliente qui sont des amours d'ailleurs, puis eux ont trouvé leur petite bête dans un SPCA. C'est un chien d'à peu près 55 livres. Et puis elle est très, très gentille, puis elle avait 2 ans. Oui, ils ont été probablement chanceux. Des fois, il y a des problèmes qui viennent avec. Il y a du bagage, mais on verra. Je voulais parler aussi d'un sujet que j'ai parlé dernièrement avec une amie, que je salue, Linda, mais qui me laisse un petit peu... je suis obligé de vous dire, je suis encore un petit peu plus mélangé que je l'étais. On parlait du fait, il y a un restaurant qui s'est annoncé, il y a beaucoup de places comme ça d'ailleurs. Il y a un restaurant qui s'est annoncé, c'est une dame, la propriétaire, et elle s'est annoncée comme ayant de la place à la disposition des artistes pour exposer leurs œuvres, moyennement une location, un prix de location, qui elle est de 50 $ par mois par œuvre. Linda, que je comprends son raisonnement, elle est totalement contre, mais je crois que son raisonnement, il est bon, il n'est pas bon. Oui, c'est vrai que
on a un surplus d'artistes dans le monde présentement. Alors, on a des œuvres à n'en plus finir, puis oui, plusieurs se considèrent artistes alors qu'ils ne le sont pas, mais faut-il encore avouer qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont des vrais artistes complets, hein, qui maîtrisent leur art, et malheureusement, que ça soit du meilleur au moins bon, même si je ne crois pas à ça, parce que tout est subjectif, on n'a pas de place à vendre. On n'a pas de place à vendre. Vous savez, pour un client, le client a 1000 choix. Alors, ce qui fait que ça dévalorise en quelque part notre travail, si ce n'est pas au point de vue du professionnalisme, c'est au point de vue monétaire. Parce qu'évidemment, là, ça devient une compétition à n'en plus finir. Je pense que le problème est un peu le même avec la population sur la planète. On a 1 milliard et plus de trop de personnes qui vivent sur la planète va étouffer. Quoi qu'il en soit, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, la conséquence, que si vous avez 1 point et quelques milliards de trop de personnes sur la planète, vous allez avoir un trop d'artistes. Ça, c'est clair. Mais est-ce que le fait qu'une personne offre ça, qu'elle a une boutique ou un restaurant ou quoi que ce soit, et elle offre une place sur ses murs, moyennant une modique somme, moi, j'ai pour mon dire que, étant donné justement qu'on a beaucoup de difficultés à vendre nos œuvres à cause de la quantité qu'il y a sur le marché, je crois qu'on doit prendre tous les moyens nécessaires pour arriver à nos fins. Je veux dire, un peu comme Linda, elle est dépourvue, elle est vraiment découragée, puis je la comprends aussi, de ne pas vendre, de voir qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité entre artistes. Ça, c'est un petit peu déplaisant aussi. Vous savez, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de club, il n'y a pas rien qui fait qu'on se tient tous ensemble. Parce que c'est tellement aléatoire. Vous savez, les artistes, on parle d'abstrait, mais il y a des centaines de niveaux différents d'artistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va créer des clubs pour chaque niveau. C'est compliqué. La logistique de tout ça n'est pas facile, puis je crois qu'elle est presque inatteignable. Alors, on est obligé d'être individualiste, on est obligé d'aller chercher notre client. Mais si on peut aller chercher, parce que j'en ai fait des symposiums, là, je peux vous dire, j'en ai fait, et puis je suis obligé de vous dire que les symposiums, dans mon cas à moi, en tout cas, chacun pour soi, mais dans mon cas à moi, ça a été n'importe quoi. Ça a été juste pour parler puis échanger. Écoutez, il y avait des artistes qui étaient là de renommée, qui avaient des toiles là, sublimes, là, en réalisme, et c'était des choses qui avaient une branche d'arbre collée dans un morceau de bois avec des fleurs tout le tour, puis c'est ça qu'ils vendaient. Fait que c'est très relatif, hein? C'est dur de cibler ce que le client veut, et c'est encore plus dur de cibler un prix, parce qu'encore une fois, le produit est dilué. Mais encore, comme je viens de dire, ne faut-il pas justement, à cause de tous ces événements et la réalité qu'on vit, faire l'impossible. C'est sûr que moi, si j'ai dans ma région un endroit que je peux exposer mes toiles, je vais le faire volontiers, même avec un échange de montant. Je me dis, vaut mieux avoir de la chance d'être vu que nos œuvres soient vues, peu importe. Même s'ils ne sont pas vendus, au moins, ça nous met au monde. Ça nous met comme existant. Vous savez, comme moi, je suis existant en tant qu'artiste, par rapport à mes vidéos que je fais, par rapport à ma chaîne YouTube. Mais concrètement, ça ne me donne rien. Ça me coûte des sommes folles pour faire ce que je fais, pour exercer ça, pour montrer comment faire. En fait, c'est un peu comme Linda me dit aussi. Je me tire un petit peu dans le pied parce que je montre, je crée par le fait même des nouveaux artistes. C'est bien. Vous savez, tout est une question de partage. Tout est relatif en final. Moi, je considère que c'est ma façon de partager mon art, à défaut de la vendre, c'est de partager le travail ensemble, c'est de partager le produit. Pour moi, c'est une richesse. Ça ne se monnaie pas, c'est certain, puis c'est ça qui devient un petit peu compliqué. Mais vous savez, c'est ça. En gros, là, parce que là, hein,
on y va un petit peu loin. Mais en gros, qu'est-ce que vous pensez? Je veux votre opinion sur ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez que les gens qui vont offrir dans leur commerce une place pour exposer, est-ce que vous croyez ça réglo? Ou est-ce que vous voyez ça comme une abomination? Ce que malheureusement Linda voit. Elle n'a pas tout à fait tort. Mais moi, je me dis, vaut mieux être exposé moyennant un montant et d'être à la vue du public que de mettre nos œuvres dans le fond d'un garde-robe. Non? Écoutez, encore une fois, tout est relatif. Tout est subjectif, devrais-je dire. Mais, encore là, je suis en train d'en perdre mon latin. Mais, je crois qu'on doit prendre toutes les opportunités nécessaires pour exposer nos œuvres. Que ça soit un symposium. 90% des symposiums ont un coût relié à ça. Hein? On doit payer pour faire partie d'un symposium. Alors je me dis, c'est pas pire. Un symposium, c'est justement pour exposer nos œuvres. Alors si on doit payer de la place dans un commerce, pourquoi pas? En tout cas, ça, c'est comme parler de religion, de politique, hein, on peut avoir deux versions, puis on ne peut ne pas s'entendre, mais je crois que c'est une certaine logique, justement avec la réalité que nous vivons, les artistes, aujourd'hui. On doit s'exposer là où on le peut. Écoutez, encore une fois, c'est très subjectif. Je préfère de loin les commandes. Lorsqu'on me commande une œuvre, je préfère, mais ça devient de plus en plus rare pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Je vais vous parler aussi d'une réalité alarmante. Vous savez probablement que je suis quand même assez avare. Je suis on pourrait dire presque maniaque de tout ce qui se passe dans le monde. J'aime me tenir au courant, j'aime savoir, j'aime regarder un peu partout. Et puis, j'essaie d'être objectif. J'essaie de regarder un peu toutes les chaînes de télévision, que ce soit TF1 ou que ce soit CNN, Fox News. Vous comprenez, là, j'essaie parce que, évidemment, ils ont tous leur affiliation. Hein, comme CNN, clairement démocratique, Fox News, clairement républicain. Alors, j'aime voir un petit peu tout. Il y a une chose qu'ils s'entendent tous à dire, les analystes politiques. Puis ça, je trouve ça effrayant. Comme vous savez, je crois que c'est le 3 novembre 2020, les élections aux États-Unis. Écoutez ça un peu là. Beaucoup d'analystes prédisent que si Donald Trump perd ses élections, il ne quittera pas la Maison-Blanche. On se comprend, là? C'est grave, là. Plusieurs disent, ben voyons, il peut pas aller contre le processus démocratique. Attendez un petit peu. On parle de Donald Trump, là. Il peut très bien aller contre le processus diplomatique de la façon qu'il connaît bien. C'est-à-dire qu'il ne croit pas aux résultats. Il croit que les dés ont été pipés. C'est ça qu'on dit, ça. Mais vous comprenez, c'est clair que c'est vraiment de son statut de le faire. C'est vraiment la personne qui est épeurante pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais il y a beaucoup d'analystes, la plupart des analystes en politique s'entendent à dire que la probabilité est très grande. Imaginez-vous ce que ça a comme implication. On va tous en souffrir si ça arrive, là. Parce que là, ça va faire une crise économique monstre. Mais là, on ne parle même pas de la possibilité d'une guerre civile aux États-Unis. Je ne veux pas être fataliste, je ne veux pas non plus être alarmiste, mais soyons les yeux ouverts. C'est quelque chose que, oui, peut très bien se produire connaissant Donald Trump. Pas que je le connais, mais vous savez ce que je veux dire, connaissant sa façon de réfléchir. Même si c'est très dur de réfléchir comme lui, c'est presque impossible. Alors, c'est alarmant de penser que s'il perd les élections, qu'il ne laisse pas la transition se faire de façon fluide, comme cela a toujours été le cas. Mais en même temps, on ne serait pas tellement surpris de sa part qu'il mette en question le résultat des élections, qu'il n'y croit pas, tout simplement. Ça peut arriver.
des implications, on va en avoir partout dans le monde, mais évidemment, c'est peut-être un petit peu plus épeurant pour nous au Canada, parce que oui, on vit au diapason des Américains de façon commerciale, si ce n'est pas vraiment pas moral, mais ça va nous impliquer des répercussions incroyables. Alors, souhaitons que non, souhaitons que de un, il soit sorti côté jardin, puis assez rapidement, merci, mais espérons qu'il soit assez monsieur, et puis quand on dit ça, c'était peurant, hein, qu'il soit assez monsieur pour laisser sa place. Souhaitons-le. Mais avez-vous vu comment il a réagi lorsque le chef vas-tu dire donc, la EI, je m'en souviens plus. Mais vous savez ce que je veux dire, le dirigeant des terroristes qui a été tué. C'est d'une arrogance. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, là où, lorsque Ben Laden a été tué, que Obama a fait son speech concernant ça, il était-tu classe, par exemple? Hein? Vous aurez beau être pour Trump ou non, vous devez être aveugle pour ne pas voir le côté monsieur des deux. Là, il y a une différence, c'est le jour et la nuit. Mauvais jeu de mots, là, mais on se comprend. Hein, vous voyez pendant l'entrevue qu'il a donnée lorsque Bin Laden a été tué, c'était un monsieur, il donnait tout le crédit à l'armée, à l'escouade spéciale, si vous voulez, alors que Trump se donne tout le mérite. Il dit, je sais bien que, encore une fois, on ne me donnera pas de mérite, mais je suis habitué. C'est incroyable. J'ai jamais vu un timbré de la sorte. C'est incroyable. Le plus incroyable encore, il dit, hein, c'est un facteur psychologique. Paraîtrait-il pour certains gens, plus qu'ils vont dire des menteries, plus qu'ils vont s'attirer des adeptes. C'est le faire croire, c'est la pensée magique. C'est qu'à un moment donné, vous voulez tellement pas admettre l'échec d'avoir voté pour un type comme ça, que beaucoup de gens embarquent dans ce phénomène, qui est de croire, à force de répéter les menteries, la menterie devient une vérité. C'est incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe d'un point de vue psychologique. C'est malheureux, mais c'est la seule façon qu'on peut expliquer pourquoi il y a encore autant de gens qui l'aiment. Je crois que sa popularité, c'est-à-dire les intentions de vote, c'est encore quelque chose comme 46%. Vous allez me dire que ce 46% représente 80% du Sud-Américain. Là est le problème. Mais vous savez, à un moment donné, quand vous avez voté pour quelqu'un, vous êtes fier d'avoir voté pour lui parce que, après ma barre, pour la plupart des gens, ils ont voté pour lui pour mettre quelqu'un au pouvoir qui n'était pas dans la politique, qu'il n'était pas un politicien, qui était un homme d'affaires, pensant vivre un heureux changement. Alors, on sait ce qui est arrivé par la suite. Par contre, pour ces gens-là, c'est un échec dans la plupart des cas qu'ils ne veulent pas avouer, qu'ils ne veulent pas vivre. Alors, ils croient dans la rhétorique que cet homme-là, cinglé, va répéter toujours. Alors, ils embarquent dans ce phénomène et puis on n'en finit plus. Mais je vous le dis, là, c'est très, très inquiétant. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas à l'abri. Vous savez, ça me fait rire parce que souvent sur Facebook, on va voir quelque chose qui dit « Mais pourquoi les Canadiens, vous vous mêlez de ça? C'est pas votre président. » Non, non. On est tous directement ou indirectement influencés ou notre vie va être influencée par ce qu'il se passe aux États-Unis. Ça, c'est clair. Que ce soit au niveau de la guerre, que ce soit au niveau commercial, on est tous affectés. Particulièrement, encore une fois, malheureusement, le Canada, parce que notre plus grand partenaire commercial au monde, c'est les États-Unis et vice-versa. Nous sommes les plus grands partenaires aussi commerciaux aux États-Unis. Alors, évidemment qu'on va seulement qu'engendrer le pas. Hein, ce qu'ils vivent, on va le vivre à une grandeur un petit peu moins grande, mais on va le vivre pareil. Alors, tout ça pour vous dire que encore une fois, sans être alarmiste, je trouve la situation alarmante. Je m'inquiète pour savoir comment cet homme va réagir parce qu'il est tellement imprévisible.
Mais on ne peut que souhaiter pour le mieux. Puis je veux dire, si ça serait seulement qu'aux États-Unis que ça va pas bien, hein, mais on regarde au Venezuela, on regarde au Brésil, on regarde certains pays d'Europe, c'est pas jojo, là. On dirait qu'on est dans une marmite et puis que ça bouille. Et puis on souhaite que le couvert ne soit pas trop serré pour qu'il y ait une explosion, parce que c'est ce qu'on a l'impression. On a l'impression, je suis obligé de vous avouer, du moins j'ai l'impression, que 2020 va être beaucoup plus inquiétant au niveau politique, au niveau de la géopolitique, qu'au niveau climatique. Je crois sincèrement que notre problème numéro un va être dans les années qui viennent, en commençant par 2020, au niveau politique plutôt que climatique et écologique. J'en ai bien peur. Espérons que je me trompe, hein? J'aimerais bien ça me tromper, mais les cartes sont là, puis on voit là. On n'a pas besoin d'être des Nostradamus pour voir que on se dirige pas. En tout cas, on se dirige pas dans un bon côté. Là. Il y a quelque chose qui ne passera pas en quelque part, puis malheureusement, tous ces données-là, puis on ne parle même pas des tensions avec la Russie, on peut quand même prétendre que dans tout ce qui va mal, il y a un petit quelque chose qui ne passera pas. Là. Il y a peut-être des choses qui vont bien passer. On va le souhaiter. Alors évidemment que le 3 novembre 2020 est loin. Pour moi, c'est un petit peu plus inquiétant, je vais vous avouer, parce que en principe, nous partons pour les États-Unis, comme je vous disais tantôt, pour 5 mois, le 7 novembre 2020. Alors, s'il y a de la merde à avoir, on va le savoir, je crois, avant de partir. Est-ce que ça va influencer notre projet? Peut-être. C'est une partie de ce qui m'inquiète un peu. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Probablement que on va être rendu aux États-Unis lorsqu'il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà pourquoi que ça fait partie de mes inquiétudes majeures pour l'année 2020. C'est clair, hein? C'est par association, disons, ou par déplacement. Alors écoutez, j'espère que ça va bien finir. J'espère surtout que vous allez avoir une belle fin de semaine. Je ne sais pas pour vous, nous c'était l'Halloween hier. Et puis je voulais vous dire aussi de ne pas oublier de venir la semaine prochaine dans mon petit résumé de la semaine. Je fais mon entrevue avec Jacques Denis, président fondateur de Garda Québec, qui est devenu aujourd'hui Garda World. Je crois que ça peut être quand même assez intéressant. Ce qui est devenu, dans le fond, c'est lui, c'était une petite compagnie. Écoutez, ils ont été faire beaucoup de logistique et tout ça, même au Venezuela, ils ont été partout. Alors, c'était quand même assez gros. Lui, pour toutes sortes de raisons que on va vous parler dans l'entrevue, il a laissé, son épouse était décédée, puis il la considérait, c'était comme des partenaires dans la vie et dans le commerce. Et puis ça l'a comme un petit peu déboussolé. Puis c'est pour ça qu'il a vendu à Stéphane Crétier, qui est aujourd'hui président de Garda World, qui a fondé Garda World, mais ça a quand même été Garda Québec, a été quand même le tremplin pour arriver à faire Garda World, mais tout à son chapeau, lui a amené ça là, vraiment mondial. Je crois qu'ils sont rendus avec près de 90 000 employés. Alors, c'est pas que la petite affaire. Écoutez, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. On peut communiquer d'une façon un petit peu plus quotidienne. Je crois que c'est toujours intéressant. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit au prochain vidéo. Ciao.